Bonjour. Je vais vous expliquer en quoi consiste une dissertation de philosophie. Au baccalauréat, les candidats ont le choix entre 3 sujets, dont 2 sujets de dissertation. Il est donc important de savoir en quoi cela consiste. Alors une dissertation, qu'est-ce que c'est? En philosophie en tout cas, eh bien c'est la réponse argumentée et progressive à une question difficile, une question qui fait problème, une question qui n'a pas de réponse évidente. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on vous laisse 4 heures. 4 heures, ça peut vous paraître énorme. En réalité, ce n'est rien du tout, si vous voulez correctement faire votre travail. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans une dissertation? Eh bien, comme vous le savez sans doute, il y aura une introduction, un développement et une conclusion. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans une dissertation philosophique? Pas n'importe quelle introduction, pas n'importe quel développement et pas n'importe quelle conclusion. Alors d'abord l'introduction. Il s'agit d'abord de montrer l'intérêt du sujet, les enjeux de la question. Autrement dit, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qu'on a à gagner, à réfléchir à cette question? Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, un des sujets qui sont tombés au bac, c'était la diversité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Il me semble qu'il n'est pas trop difficile de comprendre pourquoi cette question est intéressante. Les êtres humains se font la guerre, ils sont désunis, souvent il y a du racisme aussi entre les êtres humains, et on pourrait se demander comment faire pour résoudre ce problème, comment faire pour, sinon supprimer, du moins atténuer ces conflits, cette désunion. Or, on accuse souvent la diversité des cultures d'être à l'origine de cela. Donc ça peut être intéressant de réfléchir à cette question. Bon, une fois que vous avez dégagé les enjeux, ou en tout cas un des enjeux de la question, il s'agit de la problématiser, c'est-à-dire de montrer que cette question est un problème, une question difficile qui n'admet pas de réponse évidente. Et pour ce faire, il est sans doute judicieux de proposer d'abord une première réponse, une réponse argumentée, justifiée, et tout de suite après de montrer que cette réponse, avec sa justification, n'est pas pleinement convaincante. De manière donc à lancer le débat, de manière à montrer qu'il faudra une réflexion plus approfondie qui va être menée au cours du développement. Je reprends l'exemple du sujet qui vous est proposé. On pourrait penser que les êtres humains ont tous en commun le fait d'avoir une conscience, une pensée, d'être vivant, d'avoir une sensation, des sentiments. Bref, il y aurait une nature humaine qui serait commune à tous les êtres humains, quelles que soient les cultures. Et donc la diversité des cultures ne serait pas fondamentalement un obstacle à l'unité du genre humain. La culture étant ce qui se rajoute à la nature, quelque chose au fond qui modifie de manière plus ou moins superficielle ce qu'un être humain est naturellement. Ça pourrait être une première réponse, donc, à la question. Une réponse qui est argumentée par une analyse un petit peu rapide de la question. Mais on peut tout de suite faire une objection et dire qu'en réalité, la culture ne modifie sans doute pas de manière si superficielle que ça, ce que nous sommes. Et d'ailleurs, nos facultés naturelles comme le langage ou la pensée ne pourraient pas se développer sans l'éducation, sans la vie en société, sans l'instruction, donc sans la culture finalement. La culture fait donc partie de nous, elle fait partie de notre identité. Or, les êtres humains n'ont pas tous la même culture, et donc on peut penser qu'il n'y a pas une humanité qui serait unie simplement parce que les êtres humains ont tous la même nature. Il y a en fait plusieurs groupes humains qui n'ont pas exactement la même identité, et parfois même qui s'opposent parce que leurs croyances, leurs coutumes sont diamétralement opposées. Donc l'humanité ne serait pas unie, mais désunie, et cela à cause de la culture. Mais cette hypothèse elle-même, elle est discutable. Donc il faut développer cette réflexion qui a été entamée dans l'introduction. Le rôle du développement, c'est de proposer successivement plusieurs réponses à la question, des réponses qui vont de la moins bonne, la plus superficielle, à la meilleure. Il doit y avoir une progression. Chacune des réponses doit être argumentée par un raisonnement qui, encore une fois, s'appuie sur des définitions, sur une analyse du sujet,
et bien entendu sur des choses que vous avez apprises en cours. Si on vous fait étudier des auteurs, si on vous fait analyser des notions, c'est justement pour que vous puissiez ensuite utiliser ce que vous avez appris, au moins une partie de ce que vous avez appris, pour résoudre des problèmes philosophiques. Donc dans chaque partie du développement, il y aura une réponse bien précise à la question qui vous est posée. Il faut que cette réponse soit pertinente, qu'elle corresponde bien à la question. Il faut qu'il y ait une justification. Il faut qu'il y ait un ou deux exemples pour illustrer cela, pour montrer des cas particuliers qui permettent de mieux comprendre la thèse et l'argumentation que vous développez dans chacune des parties. J'ajouterai quelque chose de très important, c'est-à-dire que entre la partie numéro 1 et la partie numéro 2, ou bien entre la partie numéro 2 et la partie numéro 3, il faut qu'il y ait une transition. La transition, ce n'est pas simplement quelque chose pour faire joli, ce n'est pas décoratif. Le but n'est pas simplement de rendre la copie plus agréable à lire. La transition, c'est très important. Le but de la transition, c'est de montrer que la question est difficile, comme vous l'avez fait pour l'introduction, et que la réponse qui a été apportée précédemment n'est pas suffisante. Si vous ne faites pas cela, on ne comprendra pas pourquoi vous faites une deuxième partie ou une troisième partie. Il faut donc que vous repreniez l'argumentation qui a été développée et que vous montriez qu'elle a un défaut, qu'elle est discutable, elle n'est peut-être pas entièrement fausse, mais elle n'est pas entièrement convaincante. Et donc, une deuxième réponse, plus satisfaisante, peut-être plus complète, plus complexe, doit être proposée dans une nouvelle partie. Une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'il faut forcément 3 parties? Ce n'est pas absolument obligatoire, mais en général c'est mieux parce que les 2 premières réponses qui nous viennent à l'esprit sont souvent un peu superficielles et c'est pas mal de se creuser un petit peu la cervelle pour essayer de trouver une réponse qui soit plus complexe, plus riche. Une autre question qui m'est posée, c'est est-ce qu'on doit suivre le fameux plan thèse, antithèse, synthèse? Non, pas forcément. La deuxième réponse n'est pas forcément l'antithèse de la première. Vous n'êtes pas obligé de prendre exactement le contre-pied de ce qui précède, mais il est quand même important qu'il y ait un minimum de contradiction entre ce que vous dites dans la deuxième partie et ce que vous dites dans la première, parce que sinon la deuxième partie va être simplement la continuité de la première. Il faut que vous contredisiez au moins une partie de ce que vous avez précédemment défendu. Alors une fois que le développement est terminé, eh bien vous faites une conclusion. Et la conclusion, comme son nom l'indique, elle est là pour conclure, c'est-à-dire pour clore le débat, pour le fermer. En général, je dis à mes élèves de ne pas ouvrir sur un autre débat. Pourquoi? Parce qu'en général, mon expérience de professeur me l'a montré, lorsque les élèves font cela, ce n'est pas bien fait. Donc, à mon avis, il vaut mieux laisser cela de côté. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver? Eh bien, on doit trouver d'abord un rappel du problème qui a été posé en introduction. Vous devez donner une solution, et pour cela, vous devez reprendre essentiellement ce qui a été dit dans la dernière partie du développement, la thèse et son argumentation que vous avez donc développée précédemment. Enfin, moi je recommande à mes élèves d'expliquer pourquoi vous n'avez pas retenu les autres solutions. Dans de prochaines vidéos, j'essaie de vous montrer comment on construit pas à pas une dissertation, comment notamment on fait un brouillon. Et je vous expliquerai également quels sont, selon moi, les 5 commandements à respecter absolument pour faire une bonne dissertation.